Alors, bienvenue à cette réunion régulière de la MRC Bonaventure. En item 2, adoption de l'ordre du jour, 3, adoption des procès-verbaux, 4, adoption des comptes à payer, 5, présentation dans un premier temps, M. Pascal Bertrand, Environnement vers plus, et ensuite Mme Marielle Paiement, table de concertation des groupes de femmes. Les deux intervenants vont avoir 15 minutes chaque. S'il y a des questions par après, on pourra prendre quelques minutes s'il y a des questions. 6.1, résolution adoptée renouvellement d'entente transport interurbain avec Curis. 6.2, haute correspondance. 6.3, procès-verbaux, c'est ni plus ni moins, c'est des comptes rendus qu'on vous a remis. Procès-verbaux de la correcte, du comité de sécurité publique, les notes relatives à la table des préfets, élargi, compte rendu du 19 avril du comité de suivi de la cimenterie. 7, redevances matières résiduelles. 8, développement économique, social et communautaire. Alors, 8.1, résolution embauche en conseiller en développement économique. 8.2, SANA, dépôt du rapport de fin d'année de programme de mobilisation de diversité du métier. Et ensuite, un dépôt du plan d'action 1er juillet 2017, 30 juin 2018. 9, aménagement du territoire, 10, forêt, 11, incendies. Incendie, on a suivi au niveau de l'entente uniforme des MRC. Restourne de la collecte possible d'entraînement. Dans les autres points, ajouter à faux gym. Et j'avais d'autres choses, j'ai oublié. Alors, mettez pas ça dans votre. Ajoutez pas ça, et j'avais d'autres choses que j'ai oubliées, mais si. Ça prendra un proposeur pour le varier ouvert. C'est pas beau. Et j'ai oublié de dire qu'à 13, il y a une période de questions pour le public ou des commentaires. A été proposé par M. Dubé. Madame, M. les maires, vous avez reçu une copie des procès-verbaux après en avoir pris connaissance, j'en suis certain. Avez-vous des commentaires, des ajouts, des corrections? Sinon, un proposeur, c'est le proposé. M. Ferrand Raymond Blais propose. L'item 4, adoption des comptes à payer. Vous avez reçu, Madame, M. le maire, une copie des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions? Les argents dépensés ont été faits à partir des postes budgétaires à lesquels il a été budgétisé. Vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler à la MRC, si jamais il y a d'autres que vous n'avez pas les avez ce soir. Proposé par M. Ézène Breton. On a rendu aux présentations, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, M. Pascal Bergeron, d'Environnement vers plus. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Pour parler de l'exploitation des hydrocarbures dans B. On va commencer par le potentiel en hydrocarbures dans la région ici, dans MRC, pour que vous voyez que ça vous concerne tous ici. Des risques liés au forage. On va faire un bilan économique de la filière hydrocarbures. On va parler du cadre légal qu'il y a autour de l'exploitation. Puis, je vais vous amener sur les actions que vous pouvez prendre par rapport à ça. Ça vous va? Oui. Si vous regardez la carte du potentiel des hydrocarbures à la page 2, vous voyez, il y a des zones en jaune, en rose, en orange. Ça correspond à la roche. Pour avoir du pétrole, il faut que la roche soit descendue assez profond pour que le carbone se soit transformé en pétrole, mais pas trop. OK? Fait il y a des secteurs, on n'a pas de secteur en blanc, bien dans le nord on en a, là. Ça c'est immature, la roche n'a pas été assez profond, il n'y a pas de pétrole là. Mais si on regarde le long de la côte de la baie des Chaleurs, ce qu'on voit, entre Chigaway, Hope, Hopetown, Passepébiac, il y a une bande en blanc qui n'a pas été analysée, mais il y a une bande en saumon. Ça c'est la roche qui a été assez profondément dans la croûte terrestre, puis qui a chauffé juste assez pour faire de l'huile. Ça ne veut pas dire qu'il y a du pétrole, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel, puis ça veut dire que les compagnies sont intéressées à le valider. OK? En gros, on a une bande de 25 km le long du littoral dans la MRC de Bonaventure qui est propice à la formation d'hydrocarbures. Si on s'en va à page 4-5, on voit que page 4, c'est la carte actuelle des claims.
la page 5 aussi. Puis si on les compare, on remarque une chose, c'est qu'en Haute-Gaspésie, dans le nord de la Gaspésie, Junex a abandonné ses claims. OK? Puis dans la presse du 25 mars 2007, Dave Pépin, le représentant de Junex, disait qu'ils ont abandonné les claims là où ils ne comptaient pas développer à court terme. Ils ont abandonné ça parce que ça leur coûtait 60 000 $ par année. C'est à ce point-là qu'ils sont pauvres. Par contre, ils ont gardé, si vous regardez la carte à la page 5, ils ont gardé tous les claims de Carleton à Chandler. Ça, c'est chez vous. OK? Puis ils ont dit qu'ils gardaient juste ce qu'ils voulaient développer à court terme. Dans les rumeurs de forage cet été, il y a des gens qui m'ont dit que Richard-Marc Lacasse voulait forer en arrière de Pointe-à-la-Croix. Si vous regardez, là, c'est la petite section en bleu derrière Pointe-à-la-Croix. Il y a quelqu'un qui s'est fait approcher pour aménager une plateforme de forage là-bas. Puis M. Porlier me disait l'autre jour qu'apparemment, il y a une compagnie qui s'en viendrait en arrière de Saint-Alphonse cet été pour faire du déboisement puis forer, mais ça reste à l'état de rumeur, ça n'a pas été confirmé. OK? Mais ça circule. Les risques qui sont liés à cette exploitation-là, le premier, puis c'en est un qui est pas le moindre, c'est les risques liés aux puits abandonnés. Vous regardez à la page 6, vous avez une courbe de production d'un puits de pétrole. Quand on met un puits en production, il y a de la pression dedans, puis avec le temps, la pression diminue tranquillement. Puis il vient un point où c'est plus rentable de l'exploiter commercialement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On le ferme. Mais un coup qu'on l'a fermé, l'hydrocarbure continue à sortir de la roche-mère, puis la pression va tranquillement remonter dans le puits. OK? Puis cette pression-là, combinée avec la dégradation des coffrages, parce qu'un puits de pétrole, c'est du ciment puis de l'acier. Puis du ciment puis de l'acier, on l'a vu ce que ça a fait au viaduc de la Concorde au bout de 50 ans sous l'effet des vibrations puis de l'eau salée, mais ça finit par tomber. Le puits de pétrole en dessous de la terre fait la même chose. Fait qu'éventuellement, avec la remontée de la pression, il laisse fuir des hydrocarbures. Il y a déjà un paquet de puits dans le coin de Gaspé qui fuit. On fait une sortie vendredi là-dessus. Là, c'est ce qu'on voit à page 7. On voit un puits à 10 mètres du puits Lebert de Petrolia. Puis on en voit un au bout de la rue Toundra à Gaspé, qui est un puits dont on a entendu parler à Radio-Canada en 2012-2013. Le ministère des Ressources naturelles a inspecté. Ils ont trouvé la tête du puits sous la flaque. Et puis en 2016, ils ont réinspecté. Puis dans le rapport d'inspection, ils nient le problème. Ils disent que c'est une résurgence naturelle. Donc, ce qu'on s'apprête à faire en forant, en faisant des forages exploratoires un peu partout, c'est de créer un paquet de problèmes de fuite pour les générations futures. OK? Ça prend à peu près entre 50 et 100 ans avant qu'un puits fuit. À la page 8, on a un répertoire de 15 000 puits qui a été compilé par la Schlumberger and US Mineral Management Service. Puis ce qu'on voit dans ce graphique-là, c'est l'évolution des fuites des puits. Il y en a 5% qui fuient la première année, la bande à 0. Mais après 20 ans, on en a déjà la moitié qui fuit. Puis au bout de 100 ans, c'est tous les puits qui ont touché un réservoir d'hydrocarbures qui vont fuir. Puis générer un problème environnemental qui va être insoluble pour le ministère des Ressources naturelles. On ne voit pas pourquoi ils seraient capables de faire mieux dans 100 ans que ce qu'ils sont capables de faire en ce moment. OK? Fait que ça, c'est un des risques liés au forage conventionnel. En Alberta, le problème des puits qui fuient, c'est... j'ai perdu la traduction de liabilities, là. C'est des dommages. Des dommages de 300 milliards de dollars en ce moment qui ont été déclarés cette année. C'est dans un article du National Observer du 27 février. On estime que c'est entre 50 000 et 1 million de dollars fermer un puits abandonné. Donc ça couvre un des problèmes qui est lié au risque au forage conventionnel. Je vous amène à la page 10 sur le gaz naturel comme combustible de transition. Ce qu'on voit dans ce diagramme-là, à l'extrême gauche, on a le gaz de schiste. Ça, c'est ce qu'on est en train de prospecter pour sortir ici. Gaz et pétrole de schiste. Il n'y a pas de conventionnel en Gaspésie, on oublie ça. OK? Puis ce qu'on voit en bleu, c'est
la quantité de gaz à effet de serre qui est produite à la combustion pour chaque combustible. Fait que les 4 colonnes à gauche, c'est tout pareil parce que c'est le gaz naturel. Quand on le brûle, ça donne à peu près 15 grammes de carbone par mégajoule. Puis on voit que c'est à peu près la moitié de ce que le charbon donne. Okay? Mais si on ajoute les émanations fugitives, ça c'est la colonne rose qui s'empile sur le bleu, ben on se retrouve avec un combustible qui est générateur de plus d'effet de serre sur 20 ans que le charbon. Puis pourquoi je vous dis ça? J'assume pas nécessairement que vous êtes des gens très sensibles à la problématique des changements climatiques, mais on essaie de vendre le gaz naturel en ce moment comme un combustible de transition. C'est vrai seulement si on ne considère pas tout le cycle de vie du combustible. Si on considère toute la chaîne allant de l'extraction jusqu'à la combustion, c'est un combustible qui génère plus d'effet de serre que le charbon. Fait que le gaz naturel, c'est pas un combustible de transition. OK? Page 11, on a une photo satellite d'un point qui est exploité d'un champ de pétrole. Je me souviens plus où celui-là, mais ça ressemble pas mal tout à ça qu'on regarde en Pennsylvanie, au Texas, au Dakota du Nord. Les photos aériennes se ressemblent toutes. Là, c'est une plateforme de forage environ 2 km², puis à partir de chaque plateforme, on fait environ 6 à 8 puits. OK? Fait que ce qu'on voit sur la photo, c'est ce de quoi ça a l'air un coup que c'est en opération. En termes de densité, ça doit se comparer à peu près à un champ d'éoliennes, sauf que ça couvre vraiment plus large de territoire. Puis un coup qu'on l'a foré, ben, ce que je vous disais tantôt, on peut comme plus s'en débarrasser, c'est là pour tout le temps. Puis les questions qu'on pose là-dessus, c'est est-ce que cet usage-là du territoire, c'est compatible avec la qualité de vie que les gens recherchent quand ils viennent vivre en Gaspésie puis quand ils vivent déjà en Gaspésie? Puis est-ce que c'est compatible avec le tourisme qui génère une grande partie de l'activité économique qu'on a ici en Gaspésie? Je pense que poser la question, c'est y répondre là-dessus. Je passe à la page 12. On rentre dans quelque chose d'un peu technique. C'est à propos du caractère conventionnel ou pas des hydrocarbures qu'on trouve en Gaspésie. Ce modèle-là, ça a été développé par Harris Kander, qui est directeur de la formation à l'Association américaine des géologues pétroliers. Okay? C'est pas le dernier des venus, c'est le gars qui forme tous les géologues qui travaillent dans le pétrole aux États-Unis, qui dirigent la formation. Puis ce qu'on voit là, lui, il a développé un modèle où on met la viscosité sur un axe d'un graphique, puis la perméabilité sur un autre. Fait que l'idée, c'est vraiment pas compliqué. Si tu prends de la mélasse puis que tu essaies de la faire passer dans un filtre à café, ça passe pas. Bien, en dessous de la terre, c'est la même chose. Plus ton hydrocarbure est épais, moins ta roche-mère est perméable, moins ça va passer. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que tu emploies un procédé non conventionnel pour réussir à faire passer la mélasse dans le filtre à café. En Alberta, on a du bitume, on injecte de la vapeur pour liquéfier l'hydrocarbure, puis ben, ça passe dans la roche. Ici, ce qu'on a, c'est de la roche peu perméable. Fait qu'on va être obligé de fracturer pour réussir à faire passer l'hydrocarbure à travers la roche, pour rendre la roche plus perméable. On déchire le filtre à café. Il y a 2 taches dans le graphique, une orange, une rose. Ces taches-là correspondent à des relevés de perméabilité, puis des analyses d'hydrocarbures qui ont été pris dans le gisement de Galt près de Gaspé, puis dans le gisement de Haldimand en péninsule de l'Haldimand à Gaspé. Puis ce qu'on voit, c'est que clairement, ces 2 gisements-là se situent dans des fenêtres qui sont du non conventionnel. Au niveau de la perméabilité puis de la viscosité des hydrocarbures, c'est comparable à ce qu'on retrouve en Anticosti aussi. OK? Puis d'ailleurs, Jean-François Bello, quand ils sont sortis d'Haldimand 4, Jean-François Bello, c'est le directeur des communications et des affaires gouvernementales chez Petrolia. Quand ils sont sortis d'Haldimand 4, après leurs essais de pompage de 240 jours, ils ont dit qu'ils étaient à élaborer leur plan de stimulation avec leur partenaire Québénergie. Si on parle de stimulation, on parle pratiquement automatiquement de fracturation parce qu'il n'y a pas de bitume trop épais ici qui nécessiterait de l'injection de vapeur. OK? Les risques
liées au forage conventionnel, je passe vite là-dessus. Évidemment, la contamination de l'eau de surface, des nappes phréatiques. Il y a des volumes d'eau contaminés à traiter qui sont parfois, même souvent, rejetés dans l'environnement. Camionnage intensif. L'Association pétrolière et gazière du Québec estime que c'est de 700 à 1000 voyages de camions par puits. OK? Puis si on se reporte à la photo de tantôt, la vue aérienne, là, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de sites de forage pour développer un gisement. Fait que c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de voyages de camions pour amener le matériel, puis surtout charrier l'eau pour l'amener au site, mais aussi sortir le jus de frac une fois qu'il est ressorti du puits. Puis en 2011, plus de 1220 tremblements de terre ont obligé la Commission du pétrole et du gaz de l'Arkansas à suspendre toute exploitation. Il y a des risques sismiques qui viennent avec l'exploitation du gaz de schiste. Puis l'Arkansas, c'est juste un exemple, mais au Colorado, au Dakota du Nord, en Alberta, on note le même phénomène d'augmentation d'activité sismique qui vient avec la fracturation. Maintenant, page 14, au niveau du bilan économique, selon une étude de Secor KPMG, pour chaque tranche de 100 millions de dollars d'investissement privé par secteur, en extraction minière et pétrolière, on a 42 millions de dollars de retombées puis 110 emplois. Ça revient à peu près à 1 million de dollars par emploi. OK? Fabrication électrique, pour le même 100 millions, on a 202 millions de retombées puis 2000 emplois. Puis, si on regarde l'annonce de LM Wind Power qu'il y a eu récemment, c'était 12 millions de dollars pour 265 emplois. Ça fit à peu près dans cet estimé-là de 100 millions de dollars pour 2000 emplois. Là. On est à peu près dans les mêmes quantités, dans le même ratio. Puis en service scientifique, bon, pour 100 millions de dollars, on a plus de 5000 emplois. J'ai pas réussi à trouver les données pour les secteurs économiques, agriculture, tourisme, qui sont plus présents en Gaspésie. J'aurais bien aimé ça, mais bon, on fait ce qu'on peut des fois avec les rapports qu'on trouve. Mais c'est certainement plus que 1 million de dollars par emploi qu'on crée d'investissement dans tous les autres secteurs. L'industrie minière et pétrolière, c'est celle qui génère le moins d'emplois par montant investi. Puis à la cimenterie, je pense qu'on est à 7,5 millions par emploi. C'est encore pire, c'est un désastre. Ça, c'est Alain Dubuc de la presse qui le dit, c'est pas juste moi. Au niveau du bilan économique, ça va? Cette industrie-là est dépendante des subventions publiques. Au Canada et aux États-Unis, depuis début 2015, il y a 119 compagnies de production d'hydrocarbures qui ont fait faillite. OK? Au Québec, la raison pour laquelle les juniors se maintiennent, c'est parce qu'on les finance à grand renfort de fonds publics. On a un fonds au Québec qui s'appelle le Capital Mines Hydrocarbures qui prévoit donner 200 millions de dollars minimum sur un total d'1 milliard à l'industrie pétrolière et gazière. Là-dessus, Ressources Québec a déjà investi 30 millions de dollars dans les compagnies qui sont présentes en Gaspésie, Pétrolier et Junex. Le cadre légal. On vous a déjà parlé brièvement du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Il y a beaucoup d'aberrations dans ce règlement-là. Le petit dessin que je vous ai mis illustre bien l'une de celles-là qui est majeure, c'est-à-dire que les puits d'hydrocarbures doivent se situer à 500 mètres des puits d'eau potable s'ils desservent 20 personnes ou moins, ce qui est le cas pour tous les puits dans des gens qui vivent dans les rangs. Aussitôt qu'on sort d'un système d'aqueduc, c'est ça les sources d'eau potable des gens. Sauf que le forage horizontal, lui, peut aller sous le puits du particulier, puis il doit se situer, la marge minimum, c'est 400 mètres sous la nappe phréatique, sauf que la nappe phréatique, on l'a établie par règlement à maximum 200 mètres. Donc la profondeur d'un forage horizontal, c'est 600 mètres. Puis aux États-Unis, on a noté des fractures qui remontaient à bien au-delà de 500 mètres quand on fracture. Donc, avec ce qu'on injecte lors des forages, il y a des risques très, très, très élevés de contamination de la nappe phréatique. Aux États-Unis, on dit que ça prend 1 mille de roc entre la nappe puis le puits horizontal pour assurer une certaine sécurité. Okay? En Pennsylvanie, il y a des compagnies qui
qui fournissent l'eau aux résidents parce que leur puits est contaminé. Les maisons n'ont plus aucune valeur. Puis, si les gens se lèvent pour parler, ben, la compagnie coupe l'eau. Fait que tout le monde arrête de parler parce qu'il faut que l'eau rentre, puis ils sont pris là parce qu'ils sont incapables de revendre leur maison. Maintenant, la loi 106, disons que rapidement, c'est un feu vert qui a été donné aux pétrolières. Tantôt, je vous parlais d'émanations fugitives qui rendent le gaz naturel impropre à être un combustible de transition. Ben, c'est évident. Dans l'article 1, on dit que la présente loi a pour objet de régir le développement des hydrocarbures, que j'ai mis en italique, en conformité avec les cibles de réduction de gaz à effet de serre établis par le gouvernement. Dans un scénario où on force 6500 puits dans la vallée du Saint-Laurent, c'est impossible d'atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Donc, cette loi-là devient une contradiction dans les termes. Au niveau des enjeux pour les municipalités autour de la loi 106, les municipalités sont juste avisées et nullement consultées quand il y a des forages. C'est 30 jours avant le début des travaux. C'est en faisant fi des schémas d'aménagement du territoire qui sont élaborés par les MRC et les municipalités. Les municipalités perdent toute compétence sur l'épuisement d'eau. Ça, c'est ce qu'on voyait un peu avec le RPEP tantôt, mais ça va évidemment plus loin que ça. Voilà. Puis, page 19, au niveau des enjeux pour la société et la démocratie autour du projet de loi 106, ben, il y a le gros du projet de loi 106, on a dit qu'on allait l'élaborer par règlement. Fait qu'on a des bribes en ce moment. En gros, on laisse l'industrie s'autoréguler, comme en Alberta. On va revenir là-dessus, c'est la prochaine vignette, là. La loi 106 immunise l'État contre toute poursuite. Mais pourquoi est-ce que l'État se met à l'abri des poursuites par rapport à son projet de loi s'il croit qu'il est en train de faire la bonne affaire? Déjà, ça, c'est un signal d'alarme. Puis l'ensemble des documents que les pétrolières remettent pour pouvoir forer reste secret jusqu'à 2 ans après la fermeture définitive des puits. Ça inclut la liste des liquides, des substances toxiques qu'ils utilisent, qu'ils injectent sous terre pour fracturer. Okay? Il y a un secret industriel là-dessus jusqu'à 2 ans après fermeture du puits. Si on compte le temps que ça prend le forer, le pomper, le laisser en plan, on parle de 10-15 ans après l'opération de fracturation. Puis si la compagnie fait faillite parce que le prix du pétrole baisse, ben on n'a plus aucun recours. Puis on n'est même pas capable de déterminer si on a une contamination dans notre puits, de faire le lien avec le stuff que la compagnie pétrolière ou gazière a injecté dans le sous-sol. Puis la loi a été adoptée sous Bayon juste avant les fêtes. Je parlais de l'Alberta. Ça vient de sortir le 7 juin 2017 dans la presse. Des ingénieurs expérimentés rédigent les règlements liés à la loi sur les hydrocarbures. Je vous le lis. Les 3 ingénieurs chargés d'élaborer la réglementation québécoise sur le pétrole et le gaz possèdent ensemble à peine 3 années d'expérience au MERN. C'est pas pire, hein? Si bien que le Québec a dû faire appel à des experts albertains pour les épauler. On se souvient, les experts albertains, les puits qui fuient, 300 milliards de dommages que l'État a à gérer. Il n'y a pas de revenu qui est venu appuyer ces 300 milliards-là que l'État doit en ce moment pour réparer les vieux puits. Qu'est-ce que vous pouvez faire si ça vous tente, après tout ça? Il y a un règlement qui circule pour faire passer les marges de protection entre les sources d'eau potable et les forages. Les marges actuelles, c'est 0,5 km, 1 km, 2 km, dépendant du type de source d'eau potable. Le règlement en question, il calque le même schème que le RPEP, puis il fait passer ces marges-là à 2, 6 et 10 km, avec 3 km sous la nappe phréatique. Il y a déjà plus de 265 municipalités qui représentent la moitié de la population du Québec qui ont adopté ou donné leur appui à ce règlement-là. Je dis donner leur appui parce que le maire de Montréal a envoyé une lettre
au gouvernement du Québec pour appuyer le règlement. Il n'y a pas de claim à Montréal. Fait qu'il n'est pas visé par l'industrie pétrolière. Fait qu'il a envoyé une lettre d'appui. Mais déjà, ça donne une idée de ce qui se fait. Dans Avignon, il y en a au moins 7 qui ont adopté le règlement, qui totalise 9600 personnes. Dans MRC, ici, à ce que je sache, il n'y a personne qui a adopté le règlement dérogatoire. Ça se peut qu'il y en ait, mais on ne l'a pas reçu, si c'est le cas. Y en a-tu qui l'ont adopté ici autour de la table? Non. Personne, hein? Alors qu'on est une des régions les plus à risque au niveau des forages. Fait que ce serait déjà un bon premier pas si, comme élu, vous pouviez vous mobiliser et adopter ce règlement dérogatoire-là. Le texte du règlement, vous l'avez à l'adresse en bas de la page. En Abitibi-Ouest, on est dans le bouclier canadien. Il n'y a aucune chance qu'il y ait du pétrole. Il y a 3 municipalités qui totalisent 4500 personnes qui l'ont adopté seulement par solidarité envers la démarche. Je suis sûr que vous êtes capable de faire quelque chose avec ça. Avez-vous envie d'autres pistes d'action? Non, ça n'a pas interrompu, c'est pas parce que c'était pas intéressant. On attendait de te poser des questions à la fin. Là. Ouais. J'ai-tu réussi à faire ça en bas de 15 minutes? Non. J'ai-tu réussi à faire ça en bas de 15 minutes? Non, t'as 32 minutes. Arrête. 28 minutes. Il n'y a rien là, regarde, écoute un peu, là, on n'est pas. Désolé. Hey, Je me suis vraiment forcé pour le rentrer dans le 20 minutes. Non, c'est pour ça que je n'ai pas dit à moi, il n'y a rien. Okay. On ne te parlera pas pour 15 minutes ou 20 minutes. Quand tu parles d'Avignon, Bonaventure, d'Abitibi-Ouest, Rocher-Percé a été adopté? Je pense que non, dans Rocher-Percé non plus. Il n'y a pas eu d'adoption de ce règlement. En Haute-Gaspésie? Non, je vais essayer la réponse, c'est non. Non, hein? Le règlement comme tel, là, Ouais. c'est ni plus ni moins le règlement que tu suggères aux municipalités Ouais. d'adopter est plus sévère que celui du gouvernement. Ouais. Nous autres, on a demandé un avis légal là-dessus, au niveau d'une municipalité qui adopterait ce règlement-là. Ouais. Et l'avis légal dit que, avant d'adopter un règlement de même, avant d'adopter un règlement, il faut vraiment qu'on soit sûr. Un exemple, là, que le règlement, celui qui prévoit des normes plus sévères, là, il faut être certain qu'il y ait des analyses de fait pour les motifs pour lesquels on veut extensionner la marge séparatrice. Mm-hmm. Sinon, on peut être poursuivi, si jamais il y a des poursuites. Ben, la façon dont les juristes l'ont pensé ce règlement-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de poursuite possible contre les municipalités, c'est qu'il rentre en vigueur seulement quand le gouvernement, le MDD-ELCC va autoriser son entrée en vigueur. Fait qu'à partir de ce moment-là, le ministère de l'Environnement devient solidaire si jamais il y a une poursuite parce qu'ils ont donné l'autorisation. Fait que c'est pas vous autres tout seuls qui se retrouvent à subir la poursuite. Mais par contre, admettons par inadvertance que le gouvernement approuve le règlement que la municipalité a envoyé. Ouais. Même si ça ne veut pas dire qu'il va l'approuver par contre. Admettons qu'il l'approuve. Si pour une raison ou une autre, il y a une poursuite dans ce dossier-là, le gouvernement n'est pas responsable, seule la municipalité peut être blâmée. Et c'est ce qu'on a ici comme avis juridique. Et en passant, l'avis juridique n'est pas déposé au maire, parce qu'il n'y a personne qui... C'est pas une municipalité, c'est pas le municipal qui a demandé cette affaire-là. C'est la Fédération québécoise des municipalités. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas soumis à l'accès même à l'information. Mais malgré qu'il n'y a rien dedans, mais c'est simplement... Nous savons également que ces mêmes groupes font des représentations à l'effet qu'ils savent que le ministre n'approuvera pas le règlement de sortie. Ça veut dire les gens, mettons, comme il y en a d'autres dans d'autres milieux comme à soir, qui disent ça. Alors, ils disent, il n'y a pas de problème, vous pouvez adopter le règlement parce qu'il n'est pas en vigueur tant et aussi longtemps que le ministère ne l'a pas approuvé. Mm-hmm. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais admettons qu'il y a quelqu'un au ministère qui dormirait sur la switch, là, puis qui l'adopterait, c'est la municipalité qui viendrait avec, c'est bien marqué. Nous sommes d'avis que dans le cadre d'une réclamation éventuelle, un juge considérerait comme un facteur aggravant le fait qu'une municipalité a adopté un tel règlement
sans avoir des données techniques ou scientifiques pouvant justifier cette position. Je dis pas, là, je ne suis pas négatif quand je te dis ça, je te donne l'interprétation. Je ne suis pas un juriste, loin de là, tu sais. Ben, là-dessus, moi non plus, je ne suis pas juriste, OK? J'aimerais beaucoup avoir une copie de cet avis-là. On a des avocats qui ont travaillé à la mise en place de ce règlement-là, qui ont considéré plein de choses dans le truc, là, dans l'écriture du règlement, puis qu'il y aurait peut-être une réponse à donner là-dessus. Okay? Moi, je ne suis pas juriste, je ne peux pas répondre à votre avis juridique là, live on the spot. Là. OK? Okay. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que... une question, Après, j'aurais une question. Oui, OK, garde. Par contre, même nous, nos aviseurs, les aviseurs légaux qu'on a consultés, on voulait être certain de ne pas mettre des municipalités ou de la MRC dans le pétrin avec ça. Ils donnent peut-être une petite solution. Ils disent des municipalités pourraient par contre s'exprimer par résolution qui n'ont pas d'effet contraignant pour manifester leur opinion quant à de semblables activités, mais de là à imposer des normes réglementaires prohibitives sans un minimum d'appui technique peut engendrer un risque de poursuite et de réclamation non négligeable. C'est ce tu vas peut-être m'en répondre, là, puis je te croirais. Parce que des avis juridiques, on en demande souvent, nous autres, les municipalités, dans d'autres cas, puis tu fais affaire avec deux firmes d'avocats, puis il n'y en a pas un qui dit la même chose. Puis avant, tu me dis, je voulais te dire. Oui, c'est correct, mais je comprends le truc de ça prend, faut appuyer techniquement. Il y a définitivement un truc de, il y a plein de municipalités qui se positionnent, puis il y a un rapport de force qui est en train de se constituer contre le gouvernement pour qu'il recule au niveau du RPEP. Il rentre en révision au mois d'août, puis si toute la baie des Chaleurs décide, si toute la Gaspésie décide qu'eux autres, ils veulent 2-6-10, bien, le gouvernement n'aura pas le choix d'aller vers 2-6-10 éventuellement. Fait que, puis une lettre d'appui n'aura pas cet effet-là, n'aura pas cet effet de levier-là. OK? Mais le gouvernement ne pourra pas laisser tomber toutes les municipalités qui ont adopté un règlement comme ça. Là. Dans l'Aude-Binière, ils l'ont tout adopté. Dans sa Côte-Nord, ils l'ont tout adopté. Anticosti, ils l'ont adopté. Toute la vallée du Saint-Laurent a adopté ce règlement-là. Au Bas-Saint-Laurent, ils l'ont adopté. Dans la MRC de Matapédia, ils l'ont adopté. Il y en a des municipalités qui ont décidé de prendre le risque et qui ont dit, nous autres, on veut protéger notre eau potable. C'est plus important que tout le reste. Puis, ce que je vous amenais tantôt au niveau des distances séparatrices, de le 500 mètres d'un puits avec le 2 km qui passe en dessous, ça prend pas beaucoup de données techniques pour justifier ça. Là. Puis de la contamination, ça a été documenté ailleurs, partout où il y a des forages avec fracturation aux États-Unis et au Canada. Fait que c'est pas super difficile de se baquer techniquement s'il y a une défense à faire par rapport à ce règlement-là. Mais sur le côté technique, c'est ce que j'aurais. Moi, je voulais te donner le plancher à soir pour les sommaires, parce que c'est pas la MRC qui adopte un tel règlement. Ouais. C'est chaque municipalité. Ouais. Je voulais te donner le loisir parce que, bon. Honnêtement, avec le travail que tu fais, ça aurait été dur pour toi de prendre des contacts avec toutes les municipalités et de te présenter dans chaque municipalité. Alors, les maires sont ici à soir. Il y avait une question déjà. Je te remercie de ton explication. C'est très Question, pas technique ni juridique, là, parce que là, c'est sûr que dans une présentation comme ça, c'est toujours plus facile de présenter les pas bons, les gens qui ne l'ont pas bien fait. Est-ce qu'il y a des exemples où êtes-vous capable de nous donner des exemples où est-ce que ça a marché mais ils l'ont fait comme du monde? La fracturation? L'exploitation pétrolière, parce que, je veux dire, j'ai vu des documentaires, nos unions ont déjà fait organiser des voyages où on était voir des catastrophes en Arizona où tu roules la champure, puis tu allumes un lighter, puis tu sais là, ça c'est, quand tu vois ça, tu dis ça n'a pas de maudit bon sens, mais il doit y avoir des millions et des millions de puits dans le monde, ils sont tous de même, c'est parce que, tu sais, je regarde la Norvège qu'ils font avec les exploitations pétrolières, ils ont l'air à réussir comme pays, puis ça n'a pas l'air une catastrophe. C'est sûr qu'on prend les Américains, là, mais mettons que c'est pas un meilleur exemple, là, puis je veux pas non plus m'inspirer d'eux autres, mais moi, c'est parce que si on est poigné pour faire de quoi, j'aimerais être capable d'aller voir comment est-ce que les meilleurs, puis ceux qui ont réussi le mieux l'ont fait pour protéger notre eau potable, notre ressource, notre environnement. Parce que c'est facile de dire, regardez ça, c'est pire qu'on fait ça, mais c'est sûr que je ne le veux pas comme modèle. Est-ce qu'il y a des exemples dans le monde où ce que ça a mieux marché ou que c'est moins pire que ce qu'ils ont fait en Arizona parce que ça, c'est une catastrophe?
planétaire. Là. Mais je veux dire, si on regarde les Américains, juste regarder ce qu'ils ont fait avec le président, c'est pas une référence, mettons, là. Ben, ouais, puis les standards qu'on calque au Québec sont importés d'une place, l'Alberta, où ça va pas particulièrement bien. C'est pas ça. Fait que, tu sais, nos ingénieurs, ils se fient sur ce que les ingénieurs de là-bas leur disent pour élaborer la réglementation, puis en gros, c'est l'autorégulation de l'industrie. Fait que, moi, j'ai pas confiance là-dedans du tout. Ouais. Puis si on parle de la Norvège, ben il y a d'autres problèmes, tu sais, puis j'ai pas comme le portrait de tout ce qui se fait en termes d'hydrocarbures dans le monde, mais je le sais qu'en Norvège, ils font des forages en mer, puis ben ils rejettent beaucoup de pétrole dans la mer. Puis c'est des petits rejets qui se font tout le temps. Puis ces petits rejets-là, ben ils considèrent que ça va de soi, tu sais, mais ça cause quand même des problèmes. En gros, là, on est rendu à la fin de l'ère pétrolière, puis on n'a aucun avantage économique à retirer de là. Fait qu'on devrait se mettre sur autre chose. Puis développer la filière hydrocarbures au Québec en ce moment, c'est s'embarquer dans quelque chose qui va nous rentrer le bras dans le tordeur pour vraiment longtemps. On est-tu vraiment obligé d'aller par là? Moi, je pense pas, je suis d'accord là-dessus. Tu sais? On est capable de faire mieux que... On est capable de faire Parce vraiment que mieux. probablement qu'on est 40 ans en retard. Quelque chose là. D'autres questions de la part des maires? Non? OK. Donc, la question qui tue, c'est quoi, à soir, tu as fait un exposé, c'est quoi que tu demandes aux municipalités comme telles? Adopter le règlement. Je demandais le règlement. Si on tourne la page, il y a d'autres demandes que je vous fais, OK? D'abord, comme M. Dubé disait, moi, je suis pas pour ça, moi, l'exploitation pétrolière. Il y en a-tu qui le sont pour? Sinon, c'est là... pas que je suis contre. Moi, je veux dire, c'est parce que on a, là, je vais pas faire le débat, mais tu sais, on a une réalité, là. Gaspésie est vide. La charge fiscale, avant de dire non à tout, catastrophe, que ce soit de la cimenterie, le problème que j'ai, là, c'est que moi, dans la vie, là, je veux dire, j'ai été producteur agricole. Je n'ai pas de misère à vous trouver des producteurs agricoles, là, que c'est vraiment pas des exemples. Mais sur les 30 000 producteurs au Québec, là, oui, il y en a 1000 qui n'ont pas de bon sens. Mais les 29 000 autres, ils font comme il faut. Des gens là, qui font comme il faut puis qui ont été. Ben, l'environnement nous fait faire aussi des affaires épouvantables. Dépenser 200 000 $ pour remplacer une calvette qui ça fait 50 ans qu'elle est là, de 4 pieds de diamètre dans un chemin de rang, là, ça n'a pas de bon sens pour répondre à des normes environnementales. Me battre, moi, la municipalité, pour aller avoir une réponse de l'environnement, puis ça prend 18 mois, ça a du bon sens, ça n'a pas plus de bon sens. Moi, je trouve qu'on met des enjeux à la bonne place, mais on dirait qu'on est rendu juste trop loin dans tout ça. On dirait que ça n'a plus rien à voir avec l'environnement, c'est une économie. C'est ça, moi, qui me fait que j'aime moins de tout ça. Mais sauf qu'il y a une réalité, là. On a perdu l'équivalent d'une MRC dans les 20 dernières années dans la Gaspésie. J'ai de la misère à dire que la cimenterie, c'est une catastrophe. Ah. Comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer? On a besoin, ça va faire vivre le chemin de fer. C'est des emplois sur tout le long. Et je peux bien fermer la traque, je peux bien te former, mais à un moment donné, ça va être quoi, Gaspésie? Tu sais, c'est ce débat-là, moi, que je voudrais aller. Je peux bien l'adopter, moi, la loi 106, là. Mais peut-être que je pense que j'enverrai jamais de plus de pétrole à New Richmond, puis qu'à la limite, je vais le faire comme ils l'ont fait en Abitibi, parce que je souhaite bonne chance au gars qui va venir vouloir faire au Parc Chaleur un puits de pétrole. Puis je souhaite vraiment bonne chance. Parce que quand même, il y aurait une loi qui dirait qu'il a le droit. Il va y avoir des médias. Tu sais, moi, je pense qu'on doit faire un débat plus large que juste un morceau à fois pour notre région. Ça, c'est ma perception à moi. Si on veut parler d'économie, qu'on mette à $1 million par emploi créé, je pense qu'il y a bien des secteurs qui peuvent. Tout d'accord avec toi. Le $1,5 million qu'ils ont mis à Port-Daniel, voilà. Qui l'a réparé dans la grandeur des municipalités en Gaspésie, on aurait probablement fait de quoi de différent. Il n'y aurait plus de problème nulle part. Mais, Okay. On aurait encore parce qu'on manque de monde. Rapidement, les demandes. Ouais, ben c'est. Ça, le petit à côté, ce que tu viens de dire, là, tu dis ça coûte $1 million par emploi. Hein? Ouais. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine municipal. Puis je peux donner des secteurs d'activité au moment où l'on se parle. C'était bon parce que ça te crée l'ouvrage. Il y a des emplois qui ont coûté pas loin de ça, dans les scieries et d'autres choses. L'UTT, le gouvernement, si le gouvernement était présent, ça serait tout fermé. Mais dans le fond, il aurait mieux dire on donne $1 million puis il va t'ajouter. C'est ça le problème. À l'heure actuelle, là, il y a tout ça. Là. Puis il y a des gens, je ne veux pas en faire
J'entends un joke, moi. Moi, je ne le dirais pas, je ne le répéterai pas, parce que j'ai entendu les gens disent. Mais ils vont à l'extrême, là. C'est quoi qu'on fait? S'il n'y a pas d'industrie, puis il n'y a rien d'autre, puis le monde ne travaille pas, ils vont-ils mourir de faim? C'est-il mieux mourir de faim ou bien mourir en potager? Si vous voulez qu'on revienne avec un plan de développement économique cohérent hors du secteur industriel, ça peut être une commande. Éventuellement, on reviendra avec ça. Ça peut se faire. Moi, j'ai de l'imagination, de la créativité. On a des amis qui ont ça aussi. Je pense qu'on est capable de faire ça. En terminant. C'est pas pire, c'est 45 minutes. Oui. Si vous pouvez prendre position contre le développement des hydrocarbures, juste une position de principe en conseil municipal, ça serait déjà bien. Retirer le secteur extractif de la stratégie d'intervention gouvernementale pour le développement économique de la Gaspésie. Cette stratégie-là, ça a été élaborée de concert avec la CRE à l'époque. Puis le secteur pétrolier, minier, gazier est encore dans les secteurs prioritaires à développer en Gaspésie. On peut-tu enlever ça de là puis se concentrer sur d'autres secteurs? Mais ça fait partie du volet économique. Demander le retrait de Ressources Québec de la filière hydrocarbures. Puis aider les organisations comme nous qui alimentent la réflexion puis qui stimulent l'action. Si vous voulez nous inviter pour des assemblées publiques dans vos villes, vos villages, on est disponible pour ça. Diffuser l'information sur la tenue de l'assemblée publique. Que les élus soient présents lors des rencontres. Soutien financier si possible. Hein, je vais à la pêche, on ne sait jamais. Merci pour votre temps. C'est beau. Alors, arrivons maintenant avec la présentation de Mme Arielle. Moi, je suis à la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie et de la Madeleine pour le mandat élection municipale égale à égale. Fait que je viens vous présenter un peu, présenter mon mandat, puis solliciter peut-être juste des petits gestes aussi que les élus peuvent faire, la MRC ou les municipalités. Donc, juste rapidement, une petite mise en contexte de pourquoi ma job. Je vais juste vous poser quelques petites questions en termes de chiffres, juste pour mettre la table, puis aller rapidement aux petits gestes à faire. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la proportion de femmes élues en ce moment au niveau municipal en Gaspésie ou au Québec? Je vais te dire 23%. Oui, 23%, c'est la proportion des mairesses. Au niveau des conseillers conseillères, c'est 34% de femmes. Ça nous donne une moyenne de 33% en Gaspésie, 32% au Québec. Ça ressemble à peu près à ça au niveau provincial, fédéral. On est plus au niveau de 30% au provincial, 25-27% au niveau fédéral. C'est sûr que ça fluctue selon les élections et tout ça, mais en ce moment, donc, au niveau municipal, en Gaspésie, c'est 33%. Et puis, là, c'est ça, il y a plus de conseillères qu'il y a de mairesses. C'est une meilleure proportion. Dans le masculin aussi? Aussi. Oui, aussi, non, mais dans la proportion, je parle. Au niveau de la proportion, il y a 23% de femmes, puis les pourcentages, ça se redistribue pareil. Et puis, donc, juste pour souligner, le 33%, c'est à peu près ça que les Nations Unies identifient comme étant le taux à partir duquel la présence des femmes commence à avoir un impact substantiel. Dans le fond, leurs préoccupations qu'elles amènent vont avoir plus de portée, puis ils vont avoir un impact sur les dynamiques et tout ça. Donc, on est rendu là. On peut s'en féliciter. Mais en même temps, dans le fond, la parité, ça serait d'atteindre le 50%. C'est la proportion qu'on a dans la population. On pourrait se dire, il y a aussi la zone paritaire dont on parle, qui est comme de 40% à 60%, que ce soit 40% de femmes, 60% d'hommes, ou 60% de femmes, 40% d'hommes. On est dans une sorte de zone qu'on peut dire paritaire, parce que, tu sais, quand même, c'est des élections, fait que ça dépend de qui se présente, de qui vote pour qui. Fait que voilà pour les chiffres. Je vais rester dans les chiffres quand même, mais je vais y aller plus pour des dates. Je rappelle que les femmes ont eu le droit de vote en 1918 au Canada, en 1940 au Québec. Sachant ça, puis peut-être que vous avez l'information, quand est-ce qu'a été élue la première femme mairesse en Gaspésie? Madame Mouton? Oui. Elle était préfète suppléante avec. Ah oui? Dans quelle année elle a rentré? Elle a rentré un peu 79. En 1975, puis elle est restée, je pense, un an. En 75? Oui, 75. Ah, elle était mairesse, OK. Oui, comme mairesse, puis après ça... Elle a été conseillère pour longtemps. La NRC n'était pas présente. Fait que c'est ça. Fait que la première femme élue, c'est donc Mme Rita Witton en 1975.
Puis ça, c'est la première, et donc à ce moment-là, la seule. Fait qu'on on se met juste en contexte. T'sais. C'est à peu près à partir des années 80 que les femmes ont vraiment commencé à être présentes comme élues. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. On regarde ça aller, fait qu'on peut expliquer, on peut comprendre pourquoi on est à 33 % en ce moment. C'est bon, on est parti d'à peu près 0 % il n'y a pas si longtemps. Ça monte donc toujours tranquillement, mais on peut dire aussi pas vite. Fait qu'on est rendu à 33 %, mais on n'est pas encore rendu à la zone paritaire. Donc voilà pourquoi je suis là. C'est pour encourager les femmes à se présenter aux élections municipales, puis je suis là pour vous en parler pour que vous participiez à cette démarche-là aussi. Donc, voilà pour l'introduction. Les petits gestes, moi, qu'est-ce que je fais dans le fond dans mon mandat? On fait des actions de mobilisation, donc dans chaque MRC, j'essaie de faire des activités où, dans le fond, on invite une femme élue à venir témoigner, une ou plusieurs, à venir témoigner de leur rôle, de leur motivation à se lancer en politique municipale, c'est quoi les enjeux, c'est quoi leur parcours, tout ça, pour inspirer puis motiver d'autres femmes à se présenter, ou des femmes qui pourraient dire « Moi, je penserais peut-être me présenter comme candidate, mais en fait, je ne sais pas vraiment c'est quoi, je ne suis pas prête tout à fait, j'aurais besoin de plus d'informations. » Bien, ces activités-là sont là pour ça. Donc, dans la MRC ici, j'en ai fait une à Bonaventure, puis j'envisagerais peut-être d'en faire une autre en septembre. Je ne sais pas encore exactement où, mais peut-être à New Richmond ou quelque chose comme ça. Il y aura aussi le 22 juin, c'est un jeudi, il y a un 5 à 7 qu'on organise en conjointement avec Femmes Essor, puis le réseau M, le réseau des mentors. Donc, ça va être juste un petit moment où on peut comme, parler aux femmes entrepreneurs qui peuvent avoir un bon profil pour devenir pour se présenter aux élections. Donc ça, c'est les activités que j'organise dans la MRC ici. Fait que peut-être j'aurai à vous recontacter. J'ai déjà fait un peu les démarches pour les activités que j'ai organisées, mais dans le fond, ça me prend des élues femmes qui ont envie de témoigner. Puis c'est un premier geste à faire, c'est d'en parler aux élus dans vos différentes municipalités, si jamais je vais à la pêche, ou en tout cas, un message à celles qui sont ici présentes. Voilà, pour les activités de mobilisation. Puis sinon, il y a la remise du prix Rita Prévost-Whittam, justement. C'est la 3e édition cette année. On fait une petite modification. C'était par appel de candidature avant. Mais là, on a décidé d'y aller par nomination cette année. Donc, on demande la table de concertation des groupes de femmes. C'est nous qui mettons le prix sur pied, mais on ne veut pas comme décider tout nous-mêmes. Fait qu'on on demande à nos partenaires de nous fournir des noms de femmes qu'on pourrait nominer. Et puis donc, on inviterait la MRCC à choisir au moins une femme. Ça peut être le prix, c'est pour reconnaître l'implication d'une femme en politique, dans son parcours et tout ça. Ça peut être au niveau autant municipal, provincial ou fédéral, puis ça peut être aussi une personne qui est élue en ce moment ou qui l'a déjà été. Fait que voilà, fait que si vous pouvez me donner un nom ou peut-être 2, 3, je vais quand même avoir des noms d'un peu partout, fait que se limiter à quelques noms. Ça m'aiderait. Et puis le dernier petit geste que je vous inviterai à faire, c'est plus personnel, c'est plus dans l'informel que ça se passe. Je ne suis pas moi-même dans la politique, mais je me doute qu'à l'approche des élections, on sait qu'il y a des gens qui vont quitter le conseil. On aimerait ça peut-être bonifier nos équipes, aller chercher des personnes compétentes, pertinentes, dynamiques pour venir compléter l'équipe. Fait que je voulais juste dire, des fois, on peut peut-être avoir spontanément des noms des images de candidats hommes autour de nous qui nous viennent spontanément. Mais prenez le temps de penser aussi aux femmes autour de vous qui peuvent avoir ces compétences-là, cette pertinence-là. Puis si vous donnez un petit coup à un ami à dire « Hey, ça ne tenterait pas de te présenter », pensez à une femme aussi. Parce que dans la parité dans les invitations à se présenter. Fait que voilà, pour moi, je pourrais peut-être laisser, ou je peux faire le tour, mais c'est un petit peu mélangeant, parce que je sais pas. Une question pour vous. Oui? Je peux dépasser. T'as-tu déjà intéressé la politique municipale? Ça commence à m'intéresser. Si tu as pas la vente dans la marchandise, que t'achèterais pas? Ben, moi, personnellement, je découvre, c'est nouveau pour moi, la Quelle politique. municipalité? Moi, je suis à Passe-Pébiac. Ouais. Ben, je suis allée une première fois à un premier conseil. Là, il faut une chose à la fois. Je suis là depuis octobre quand même. Mais je pense que personnellement, j'avouerais que c'est nouveau pour moi la politique municipale. J'ai toujours envisagé la politique au niveau provincial, mais je trouve qu'au niveau municipal, c'est comme si c'était moins connu. C'est comme si c'était moins valorisé aussi. Fait que je pense qu'il y a quand même un travail de sensibilisation à faire pour rendre ça plus intéressant ou attrayant pour, en fait, autant les hommes que les femmes, je pense. Mais
je pense que je suis impliquée pour l'instant plus au niveau citoyen. Moi, ce que je dirais, c'est que j'ai découvert qu'il existait des comités sur lesquels les citoyens peuvent s'impliquer. Puis ça, c'est nouveau pour moi. Je ne savais pas qu'il était possible de s'impliquer au niveau de la politique municipale sans nécessairement être un élu. Ça, je trouvais que c'était une belle découverte puis qui mériterait d'être mieux connue. Moi, j'ai des informations. Premièrement, faire de la publicité pour les femmes qui s'en viennent aux banques municipales. Jusqu'à là, c'est pas si mal. Mais j'ai toujours été moi-même à la Fédération québécoise des municipalités. J'ai connu tellement de femmes qui ont bien fait dans la vie, puis à l'heure actuelle, ont des postes drôlement importants. Et sur la chaise sur laquelle ils sont assis à l'heure actuelle, c'était pas marqué réservé pour une femme. Parce que moi, je pense quand on fait ça, on ne valorise pas la personne. Un peu, il y a des femmes qui occupent des gros projets de conseil municipal à d'autres, c'est pour ça. Moi, j'ai déjà vu des femmes à mon conseil municipal, puis c'est vrai que c'est comme le fun, parce que les hommes, nous autres, souvent, on parle un petit peu trop vite, ça aide, ni plus ni moins, à regarder. On est moins, quand il y a des femmes autour de la table, là, on fait plus attention à ce qu'on dit. Mais malheureusement, c'était des jeunes femmes avec des enfants, puis ils n'ont pas été capables de faire, ni plus ni moins, demeurer au conseil municipal et s'occuper, c'est toutes des jeunes couples, surtout, s'occuper des enfants. À un moment donné, quand tu es en couple de même, le lundi, monsieur il roule la balle, le lendemain, madame va aller ailleurs, puis là, s'ils veulent, il y a une activité le même soir tous les deux, ils nous disaient, ça n'a pas de bon sens encore de prendre une gardienne ou garder mes enfants qui a été à garder toute la journée. Et c'est là un petit peu le problème qu'il y a. L'irritant, elle est là. Parce qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a quand même un irritant. Bien, il y a plusieurs éléments dans ce que vous avez amené, fait que là, je ne sais pas exactement auquel répondre, là, mais sur la dernière chose, l'aspect des enfants, la conciliation travail-famille, c'est souvent un enjeu qui est amené par les femmes. Fait que leur présence dans des espaces, comme élus, dans le fond, a une influence sur la prise en considération de cet enjeu-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui bénéficie autant aux hommes qu'aux femmes après, parce que si on arrive à changer les horaires de rencontre, mettons, pour quelque chose qui fit mieux pour une famille, ben autant les hommes qui ont des enfants vont en bénéficier que les femmes. Il y avait quelqu'un qui j'étais à Cloridome ce matin pour la MRC Côte de Gaspé, puis il y a quelqu'un qui me soulignait, je crois que c'était au Saguenay ou une municipalité qui offrait le service de garderie à ses élus pour les rencontres et tout ça. Puis il y a différentes, si on se tient au courant, il y a différentes municipalités qui mettent en place différentes mesures pour favoriser. Parce qu'effectivement, le but, c'est pas de réserver une place pour les femmes puis de dire, bon, on va s'assurer qu'il y ait 50% de femmes. C'est plus d'encourager les femmes parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'obstacle officiel qui empêche les femmes de se présenter, mais il y a des obstacles, notamment le fait que c'est encore les femmes qui s'occupent plus des enfants, du ménage, de la maison, le fait que les femmes ont un revenu encore moins que celui des hommes, puis on sait que dans les conseils municipaux, le travail de conseiller ou de maire n'est pas super rémunéré, fait que souvent il faut un autre emploi, fait que jumeler tout ça, la femme doit travailler encore plus fort pour avoir le même revenu, fait que il y a d'autres obstacles qui sont un peu invisibles, puis dans le fond, on veut juste laisser la place, puis on a aussi encore le réflexe, parce que c'est encore récent, la place des femmes sur les conseils au niveau politique. C'est encore récent, puis on n'est pas encore à 50%, donc on n'a pas encore le réflexe de penser à un candidat idéal. On va souvent lui donner des caractéristiques hommes, alors que les femmes ont des compétences aussi. C'est juste qu'on n'a pas encore intégré ça, des fois, dans la réflexion spontanée. J'ai pas l'impression que ça n'a jamais été question, la compétence des femmes. Moi, je n'ai jamais entendu ça au niveau des conseils municipaux et des maires. Jamais ça a été mis en cause. Moi, j'ai eu un témoignage à la MRC d'Avignon. Dans le fond, la seule mairesse qui était à table était comme, moi, j'ai été sur le conseil longtemps avant d'être maire, puis quand le maire a voulu partir, il a pris chacun des conseillers pour vérifier si ça leur tentait de prendre sa place comme maire, mais jamais il a demandé à elle. Donc, effectivement, on ne va pas spontanément dire non, les femmes sont moins compétentes, mais des fois, il y a comme un réflexe qui est là. L'autodéfense. Sous-jacent, ou je ne sais pas trop quoi, qu'on pense qu'il n'existe pas, mais qui est encore là, un peu. Fait que je vous invite juste à en prendre conscience ou à participer à la lutte pour faire en sorte que ça soit... C'était pas trop délicat de la part de ce monsieur-là, puis c'était presque impoli. Oui, on peut se... Alors, ça va, madame? Oui. Je vous laisserai juste... l'information... Oui, il y a une question. Oui. Je pense que le phénomène, tantôt, quand on disait, la nouvelle génération, je pense que les hommes s'impliquent autant que les femmes, parce que le phénomène qu'on voit, c'est
c'est plus juste les femmes que c'est compliqué de s'impliquer dans le monde municipal. Les jeunes couples, les hommes aussi, là, quand on veut faire nos réunions, là, concilier travail, famille, pour les gars, c'est pas plus facile dans la structure peut-être archaïque, comment est-ce que ça fonctionne depuis 100 ans le monde municipal. Les gens travaillent de jour. Malheureusement, on est obligé de tenir nos réunions du soir. Avant ça allait bien quand tu faisais une réunion par mois, mais là, on est rendu qu'on fait 2, 3 réunions par semaine. C'est autant demandant pour un papa qu'un enfant d'1 an, puis que ça doit s'étendre à moitié. Il dit, moi aussi j'ai des activités, puis c'est plus vrai là, qu'on pourrait refaire ce qu'on a fait. Moi, si je suis rendu là, c'est parce que ma blonde a fait des sacrifices qui sont autres que ceux que nous autres on a fait. Là. Je pense que le phénomène, on va le voir de plus en plus, puis ça va être... On n'aura pas le choix de s'adapter, pas juste pour les femmes, je pense pour l'ensemble de la nouvelle génération qui vont devoir nous remplacer et prendre des décisions pour l'ensemble de la population. Ça va être des beaux défis. Mais s'ils ne veulent pas de voix, parce que c'est bien qu'on va vous prendre un Irishman. Avouez, madame, qu'au niveau provincial, les femmes ont fait des pas de géant au cours des dernières années. Quand on regarde les dames qui sont là, qui occupent des ministères extrêmement importants, qui sont brillantes, intelligentes, et qui représentent bien la population. C'est un plus pour nous. Oui, tout à fait. Comme société, on en bénéficie de pouvoir avoir ces femmes-là qui participent activement et qui peuvent apporter leurs compétences. Puis, je pense qu'il y a aussi des gouvernements qui ont fait l'effort de prendre le temps de constituer des gouvernements paritaires aussi, ou en tout cas de penser, de donner des fonctions aussi intéressantes aux femmes qu'aux hommes. Fait que c'est juste, je pense que c'est du moment qu'on prend conscience et qu'on décide de faire le choix conscient justement d'intégrer les femmes, de leur donner une place qu'elles méritent aussi. C'est pas juste une place qu'on leur crée et qu'on leur donne. Là. Je pense qu'elles le méritent. Fait que, effectivement, je pense qu'on a beaucoup avancé. Mais comme je le disais, il reste des pas encore à faire, je pense. Voilà. Je laisserai quelques petits cahiers. Je pense qu'ils pourraient aller à la MRC. Je crois qu'on m'a dit à d'autres municipalités que vous l'avez reçu par le FQM. En tout cas, dans chacune des municipalités, on m'a dit qu'ils l'avaient reçu. C'est un guide pour si jamais il y a des candidates, des éventuelles candidates qui pourraient être intéressées. Vous pourriez les laisser traîner, puis je laisserai ça, je ne sais pas trop. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne chance. Alors voilà, ça va pour les présentations. Maintenant, on y va avec les thèmes 6.1. Résolution adoptée pour un renouvellement de de transport interurbain avec Keolis. Madame Fowler. L'an passé, on avait donné 7 500, on avait signé une entente avec Keolis. Toutes les MRC de la Gaspésie ont donné le même montant aussi. Alors, cette année, ce serait pour re-signer, renouveler cette entente-là. On peut prendre ce montant-là dans le FDT. Item 6 pour correspondance. OK, ici, dans le contour de la terre qui a discuté lors des réunions de travail, c'est on a un de nos employés, M. Romani, qui va appliquer sur postuler pour un autre emploi, pas parce qu'il ne nous aime pas. Dans la vie, moi, je ne blâme jamais quelqu'un qui va avancer ou garder ailleurs. Alors, au cas, il y aurait l'autre emploi, je ne lui souhaite pas. Il y aurait l'autre emploi. On ne le souhaite pas. Ça veut dire que c'est un bon employé, comme tous les autres. Alors, ça prendrait quand même une résolution pour dire qu'au niveau de la loi, qu'on peut lui permettre une absence de 1 an. Comme je l'aime bien, je vais reposer. Merci. Tantôt, on a donné toutes les explications, on ne reviendra pas là-dessus. Dans les comptes rendus, mais ça vous a été remis les comptes rendus des différents comités. À l'item 7, redevance des matières résiduelles. On a parlé tantôt. On a parlé tout à l'heure. Comme je disais, c'est que la semaine prochaine, le mardi le 20 juin, d'avoir une réunion avec les DG des MRC Avignon et Bonaventure concernant le portrait de la gestion des matières résiduelles.
La MRC de Bonaventure a adopté son plan de gestion des matières résiduelles révisé en septembre dernier. À cet effet-là, Recycle Québec, on a des cibles qui sont fixées dans un horizon prochain. Il faut mettre en œuvre ce qui était indiqué dans notre plan de gestion de matières résiduelles. Et c'est pour ça qu'on rencontre les DG des municipalités. On commence avec le technique. C'est Mme Cathy Couvier qui est notre personne ressource à cet effet-là, pour convoquer ces gens-là, pour informer toutes les municipalités des degrés d'atteinte des sites de gestion qui vont être fixés en regard des différentes filières de matières résiduelles. Parce qu'à l'avenir, si on n'atteint pas nos cibles, les subventions que les municipalités reçoivent vont être coupées. Les municipalités vont être pénalisées si les cibles ne sont pas atteintes. À ce moment-là, lors de la réunion, il va y avoir divers scénarios qui vont être présentés aux gens. Les municipalités auront des décisions à prendre dans l'avenir pour être en mesure de suivre notre plan de gestion des matières résiduelles qui a été adopté. En gros, ça a été discuté de plus en plus, il faut travailler au niveau. Là, on fait la récupération, on fait que les matières résiduelles, il faut parler de compost, il faut parler de moins. J'essaie de trouver le mot, là, au niveau du bois qu'on pourrait. Valorisation de plusieurs produits. Alors, c'est ça qu'on discute, et de plus en plus, là, on n'a pas le choix. On embarque dans l'exercice, puis il faut aller d'avant là. Voilà, c'est l'information que je vous donnais, comme vous voyez. Là. Sinon, là, les subventions, ou le programme de subvention qu'on reçoit pourrait nous être coupé. C'est pour ça que c'est donné pour qu'on valorise tout ce qu'on fait à l'heure actuelle. Il n'y a pas de chose. Non, c'est seulement un point d'information. Point d'information. Voilà. À l'item 8, développement économique, social, résolution pour l'embauche d'un conseiller. Alors, on a, au niveau du développement économique, on a une nouvelle personne en notre emploi, un petit jeune qui vient d'arriver, que je vous présente, c'est M. Sébastien Caillouette qui est là. Alors, qui va agir dorénavant comme agent de développement économique à la MRC. Alors, bienvenue dans un groupe très intéressant. Alors, ça prendrait un proposeur pour l'embauche de M. Caillouette, proposé par M. Levenel. Aussi, quant à ça, au niveau de sa formation, tel que député de l'Union de travail, je demanderais d'adopter une résolution pour injecter un montant de 4 000 $ pour la formation. Et puis, ni moins, un suivi avec M. Caillouette pour les premiers temps. Proposé par M. Marcoux. Ouais. Ça va? Oui. À l'item 8.2, SANA, dépôt du rapport de fin d'année, Mme Sophie. Bonjour. Ben c'est ça, excusez-moi, vous avez... J'ai oublié ton nom parce que tu m'as surpris quand tu as mis à mon bureau l'autre semaine pour me dire que tu attendais la cigogne. Oui. Voilà, tu as tout aimé à ça, OK? C'est bien. Même la région ici avec la télévision. Je suis bien contente de ça. Concernant ce rapport-là, vous l'avez reçu par courriel. Ouais. Je voulais juste vous préciser, dans le fond, que c'est le rapport pour le programme Mobilisation Diversité, c'est une aide financière qu'on reçoit du ministère de l'Immigration. Puis ça couvre les actions, les activités en lien avec la sensibilisation à la diversité culturelle, puis la concertation, puis les actions communes autour des enjeux qui sont liés à l'accueil des nouveaux arrivants immigrants. Alors, ça couvre juste une partie du mandat du service d'accueil. Je voulais voir si vous avez des questions, puis sinon, je vous demanderai d'approuver ce rapport-là pour que je puisse l'envoyer au ministère dans le délai. Proposé par M. Duquet. Merci beaucoup. C'est tout? Non, j'ai un deuxième point. Ça sera le dépôt du plan d'action. Là, dans l'ordre du jour, ça disait que ça serait juillet 2017 jusqu'au juin 2018, mais en fait, ça va aller une année de plus, alors jusqu'en juillet 2019. Pourquoi ça couvre une période de 2 ans, contrairement à les années précédentes que j'avais fait des plans d'action sur une année seulement, c'est qu'on a des ententes avec les ministères jusqu'à ce moment-là. Alors, ça prenait un plan d'action qui couvre
le total de la période qu'on a des ententes. Et comme dans le fond, ça rassemble beaucoup, sauf quelques détails, au plan d'action des années passées, ça couvre quand même les quatre volets. Le volet 1, accueil, établissement et intégration, c'est vraiment le soutien individuel. Je vous rappelle que le service d'accueil offre des services aux personnes immigrantes, mais aussi aux personnes qui arrivent partout. Alors, toute personne, en fait, qui a plus de 35 ans. Ça comprend beaucoup des Québécois d'autres régions. Ça comprend aussi les personnes d'autres provinces canadiennes. Et pour les immigrants, il n'y a pas de restriction d'âge. Le volet 2, c'est sensibilisation et engagement du milieu. Volet 3, concertation, formation et gestion. Ça, c'est essentiellement ce qui est couvert par le rapport que je viens de déposer. Puis, il y a un quatrième volet qui comprend la promotion et les communications. Là aussi, je vous invite à poser des questions si vous en avez, puis sinon, je demanderai d'approuver ce plan d'action. Ça prendrait un proposeur aussi pour le document comme tel. Monsieur Ezen va être un propos. Merci. Puis si jamais vous avez des questions au cours des années à venir, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y aurait d'autres points au niveau du développement économique. C'est ce que j'allais vous donner le crachoir, monsieur. Merci, je vais commencer. Oui. D'abord, un petit point d'information. On a eu un comité d'investissement le 15 mai dernier. C'est que je voulais juste vous informer sur les projets qui avaient été acceptés. Il y a une enveloppe de 52 000 $ qui a été réservée pour les projets de festivals et événements pour les municipalités. Donc ça représente un 4 000 $ par municipalité. Ce que ça prend pour avoir accès à cet argent-là, c'est une résolution de la municipalité qui s'engage à verser le même montant que le montant réclamé au FDT. J'ai commencé à recevoir des demandes pour les festivals. Je les ai pas toutes traitées encore, mais dans le fond, le mandat que le comité d'investissement m'a donné, c'est de traiter ces demandes sans avoir à repasser par le comité d'investissement. Comment, monsieur? Oui. Monsieur Romagny, parce qu'on a bourré. C'est que M. Romagny parlait de 4 000 $. Mettons par contre que pour avoir 4 000 $, il faut que la municipalité investisse 4 000 $, mais pas en service, pas dire là, je prête ma camionnette, là, puis ça vaut 1500 $. Je vous le dis tout de suite, ça a déjà arrivé. Là. Alors, c'est pas long qu'on retourne ça. Par contre, si vous décidez d'investir 500, 1000 ou 1500, alors le FDT, on va investir nous le même montant. C'est ça. Merci. Et demandez-moi pas si par exemple le 4 000 $, ça représente 52 000. Si toutes les municipalités ne le prennent pas, on peut-tu upgrader le nôtre? Non. Ça retourne au fonds consolidé du FDT. Merci. Fonds consolidé au FDT. Bon, on vient d'en créer un, je vous l'appelle. Merci, M. Poirier. Ensuite, le Conseil de l'eau sud de la Gaspésie, pardon, en collaboration avec la ville de Bonaventure et la municipalité de Saint-Elzéar pour un plan de protection des rives de la rivière de Bonaventure, un projet de 20 000 $ pour une recommandation de 3 930. Au niveau des projets régionaux, on en a 4. Le centre d'action bénévole Les Hauts-Bancs de Gaspé, qui représente l'ensemble des centres d'action bénévoles de la Gaspésie, pour le projet Carrefour d'information aux aînés, un projet d'un peu plus de 180 000 $, une recommandation d'investissement de 15 943. Gaspésie gourmande pour un projet de 442 250 $ pour représenter, faire la promotion des entreprises agricoles finalement de la Gaspésie. Une recommandation de 7 200 $. Le pôle d'économie sociale pour faire la promotion de l'économie sociale au niveau de la Gaspésie, un projet de 50 000 $ et une recommandation de 5 000 $. Et le Technocentre en technologie de l'information et des communications, un projet de 96 667 $ et une recommandation de 10 000 $. Ensuite, le théâtre de la Petite Marée à Bonaventure pour une étude et rétention des publics, un projet de 16 500 $, une recommandation de 13 127 $. La ville de Bonaventure pour des améliorations d'infrastructures au niveau du parc Louisbourg, un projet de 22 000 $, une recommandation de 5 000 $. L'entreprise Symbiosis pour le développement de produits alimentaires à partir d'algues cultivées en mariculture, un projet de 180 000 $ et une recommandation de 4 000 $ pour un projet de recherche et développement.
Et place aux jeunes BD Chaleur pour une entente sectorielle, une recommandation de 10 000 $ pour un total de 126 200. Prochain comité d'investissement, on en a parlé tantôt, aura lieu le 18 juillet et il reste 269 897 $ à investir. En ce moment, on a le montant total d'investissement qu'on a fait. 126 200. 126 000 et ça génère comme projet. Pas loin de 1 million de retombées. Pas loin d'1 million de retombées, puis Oui. nous, notre aide se fixe à 126 000, c'est bien ça. C'est ça, Ça exactement. peut être intéressant, après que ça a été approuvé ici, d'envoyer une copie aux médias. Ça. Oui, bien sûr. Je pense que On va envoyer un c'est communiqué. pas grande nouvelle, il pourrait passer ça. Ben oui. Demain matin. Hmm? On va passer ça demain matin. Non, mais c'est intéressant quand même. Oui. Voilà. Oui, c'est intéressant. Ok. Ensuite, j'aurai quelques résolutions à faire passer au niveau du FDT. D'abord, le rapport 2016-2017 qui va être déposé dans les prochaines semaines au MAMO. Ça prendrait une résolution pour l'adopter. C'est Gérard Raymond. Et le plan d'action, dans le fond, c'est juste reconduire les priorités d'action de la MRC. Pour 2017-2018 aussi, ça prendrait une autre résolution. Ça n'a pas été modifié, ça. Non, ça n'a pas été modifié encore. Proposé par M. Paul Arthuret. Et enfin, une résolution, je ne sais pas si vous vous souveniez, le 31 janvier, on avait reçu plusieurs organisations qui étaient venues présenter un peu leur projet. Puis il y avait la Chambre de commerce qui était venue pour réclamer, pour faire reconnaître en fait, les actions qu'ils font au niveau de la promotion de l'entrepreneuriat, au niveau de la MRC, et réclamer un montant de 20 000 $ qui avait été accepté, mais il n'y avait pas de résolution qui avait été passée à ce niveau-là. Et que ce serait juste passer la résolution ce soir. Si tu le veux. C'est tout pour moi. Oui, merci. Donc, moi, je voulais vous faire un suivi concernant la démarche territoriale de réflexion pour le développement social. Donc, l'une des premières étapes qui était de la rédaction du cadre de référence qui va être inclus dans la politique territoriale de développement social est quasi terminée. Il reste à le faire valider là, par les partenaires. On a eu des rencontres avec eux qui ont été élaborées. Ça va se passer là, le 26 juin pour cette étape-là. Ensuite, pour actuellement, puis pour la période estivale, je vais être dans la rédaction du portrait socio-économique du territoire. Et puis, les étapes qui vont s'en suivre, là, tout de suite après, même ça va commencer pendant l'été, arrimé à ça, il va y avoir des sondages qui vont être faits auprès de différentes organisations et de la population, puis il y aura des consultations au niveau des municipalités aussi, puis des différentes tables sectorielles pour pouvoir alimenter le portrait. Puis un coup, le cadre de référence, puis le portrait bien documenté, on va faire une assemblée avec la population et les partenaires pour pouvoir valider tout ça. Puis un coup, ce sera validé, on pourra également regarder avec eux lors de cette assemblée-là pour identifier les principaux enjeux, les prioriser, puis définir les orientations qu'on va inscrire à l'intérieur de la politique. Fait que pour ce qui est de la démarche, ça ressemble un petit peu à ça. Au niveau des autres dossiers importants, en développement social, il y a au niveau régional avec le RESOR, le Réseau de développement social régional. On est actuellement en dialogue avec la FLAC, qui est la Fondation Lucie André Chagnon, pour obtenir du financement pour maintenir les mobilisations locales sur 3 ans. Fait qu'il y a une possibilité là, qui pourrait soutenir financièrement les concertations et les coordinations dans chaque territoire de MRC, puis au niveau du RESOR aussi au niveau régional. Fait que là, on est en discussion. Il y a un petit comité à même les partenaires du RESOR, là, il y a 3-4 personnes qui ont été mandatées pour s'asseoir avec les hauts placés de la FLAC pour voir si on pourrait arriver à une entente à ce sujet-là. Au niveau du prochain plan de lutte qui a été promis, le plan de lutte à la pauvreté, ça a été, au début c'était au printemps, mais ça a été reporté à l'automne, le dépôt du prochain plan de lutte. On ne sait toujours pas s'il y aura une alliance avec ça concernant une prochaine ATI ou quelque chose de semblable. Mais on nous a dit qu'à l'automne, il y avait quelque chose qui allait être déposé à ce sujet-là. Également, toujours en recherche au niveau financier pour la portion de janvier à juin 2018. Si vous vous souvenez, au lac Anéfo, vous avez présenté là, des prisonniers financiers pour 2017, c'était pas mal réglé. 2018, ça restait encore en suspens. Mais là, j'ai déposé une demande au comité co-accompagnement. Ça, c'est le comité avec tous les agents régionaux des fonds Québec en forme, Avenir d'enfants,
complices persévérance scolaire. Ils ont comme un petit comité au niveau régional, puis ils reçoivent les plans d'action locaux, ils les analysent, puis je leur ai envoyé notre démarche, notre plan de travail pour la démarche de développement social. Puis ça s'avère qu'il y a une ouverture, fait qu'ils vont rencontrer, moi et Thomas, la semaine prochaine, on a une rencontre avec Manon Guité, qui est l'agente régionale d'avenir d'enfants. Fait qu'il y aurait peut-être d'ouverture là pour financer la partie de la démarche de réflexion en développement social pour janvier à juin 2018. Fait que, en gros, c'est ça. Je fais aussi du soutien technique aux organismes et aux municipalités dans la rédaction de projets à caractère social et la recherche de financement, actuellement avec la ville de New Carlisle et l'organisme anglophone CASA pour un projet en prévention de la criminalité pour New Carlisle. Ensuite, Épilepsie Gaspésie Sud pour une phase 3 d'un projet du projet Ensemble sortons les différences de l'oncle, qui est un projet de sensibilisation et d'éducation face aux différents handicaps. Puis avec le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel au niveau des plats givrés et un projet de travailleurs de milieu pour les aînés, l'association des TCC ACV Gaspésie de la Madeleine pour un projet de prévention d'intimidation pour les personnes vivant avec un handicap ou avec différentes maladies, en lien avec la lutte aux préjugés. Puis je siège sur le CR de BDCAS aussi, puis au comité exécutif du REFOR. Fait que la démarche va bon train, puis on est bien occupé, on s'affaire à trouver le financement pour les suites de ça. Je pense que ça préoccupe beaucoup les partenaires aussi. Ils veulent que ça puisse se poursuivre. Fait que on fait tout ce qu'on peut pour essayer de trouver les moyens de maintenir tout ça. Là. Mais je vous dirais que ça avance bien, que la participation est aussi bonne qu'elle l'était dans le temps d'ATI. Fait que les partenaires se sont engagés dedans, mais sont encore très actifs. Je pense qu'on va arriver avec une belle politique comme on avait prévu là, pour décembre. Merci beaucoup. On peut dire que ça roule. Oui, ça roule. Merci beaucoup. Item 9, M. Belair, aménagement. Merci, M. le Préfet. Les documents avaient été adressés au maire là, en même temps que les autres documents, là, fait que j'ai pas fait de copie papier, sauf pour des ajouts là, que je fais toujours de dernière minute, là, donc les choses seront rentrées cette semaine. Et j'ai plusieurs résolutions, comme d'habitude. La première, c'est beaucoup des certificats de conformité pour des règlements là, pour le cadre normatif là, qui vont rentrer en vigueur là, à cette réunion aussi. Fait que le premier, c'est le règlement numéro 1031-17 de la ville de New Richmond. C'est pour l'entrée en vigueur des normes pour l'érosion en bordure de la baie des Chaleurs. Fait que ça me prendrait un proposeur. On va y aller à la fin. M. Poirier. Comme d'habitude, la documentation qui vient des municipalités et villes là, sont aux pages suivantes, donc jusqu'à la page 9.7. Au point 9.2, certificat de conformité du règlement 285-2017 de la municipalité de Haut, également pour le cadre normatif pour l'érosion. À la page 9.16, une résolution pour le certificat de conformité du règlement 17-01 de la municipalité de Cascapédia-Saint-Jules, aussi pour le cadre normatif pour les zones d'érosion. Bon, à la page 9-25, c'est un avis de motion qu'on va donner pour une modification du schéma d'aménagement. C'est pour le retrait de l'application des marges de recul dans les îlots déstructurés. Ça, vous vous rappelez la décision qu'on a eue pour l'article 59. Là, on avait les îlots déstructurés et les secteurs agroforestiers qui permettaient la construction de résidences. Mais on avait rajouté une norme de plus au schéma d'aménagement suite à une recommandation dans ce sens-là du CCA, c'est-à-dire de mettre des marges de recul dans les îlots déstructurés. Et on s'est aperçu là, à l'application, en faisant l'émission des permis, cette norme-là empêchait pratiquement toute construction dans les îlots déstructurés. Fait que, dans le fond, ça n'avait pas de sens de mettre ça. Fait que, ça a été traité, il y a eu une réunion du comité consultatif agricole la semaine passée, là, ça a été traité, puis on a une recommandation du comité agricole là, pour procéder avec cette modification-là. On va l'avoir plus loin, là, je vous ai mis le procès-verbal de la réunion du CCA là, plus loin, on va le voir tantôt. Donc, toujours est-il qu'il faut donner un avis de motion pour modifier le schéma là, en ce sens-là, fait que ça me prendrait un proposeur pour ça. Je donne l'avis de motion. Et la résolution est à la page 9-27, qui
finalement, cette résolution-là vise à adopter le projet de règlement 2017-04. Donc, vous avez la copie là, du règlement qui n'est pas compliqué. C'est seulement un paragraphe là, à la page 9-29 là, qui dit qu'on abroge un alinéa qui fait partie du document complémentaire là, qui concernait les marges de recul dans les îlots déstructurés. Fait que ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de ce règlement, de cette résolution-là. On adopte le... Monsieur Whittam. Puis on doit préciser aussi que il y a une assemblée publique de consultation là, qui va être prévue le 6 septembre 2017 à 16h au siège social de la MRC Bonaventure. Et aussi, comme d'habitude, on demande un avis au ministère des Affaires municipales là, de se prononcer sur le projet de règlement là, avant qu'on adopte le règlement, comme on fait toujours. C'est beau pour ça. Je vous amène à la page 9-31. Ça, c'est l'adoption du règlement 2017-03. Je vous ai parlé tantôt en séance plénière à la réunion. Là, ça, c'est la modification du schéma d'aménagement pour lequel on a adopté un projet de règlement. Ça, c'est pour une dérogation pleine inondante pour le magasin Intersport à Bonaventure. Je vous ai mis dans le document papier que je vous ai remis ce soir, peut-être qu'il y a tout de suite, vous allez voir la lettre qu'on a reçue du ministère à la page 9-82. Bon, dans cette lettre-là, c'est le fameux avis qu'on demande toujours avec nos projets de règlement. C'est ça la pertinence de l'avoir. Là, on nous informe que le projet de règlement ne respecte pas les orientations du ministère. Vous avez ça au dernier paragraphe là, de la page 982. Et en haut, à la page 983, on nous explique c'est quoi qu'ils veulent. Ils veulent que le promoteur, le propriétaire là, du commerce là, nous produise le niveau d'élévation du terrain où va avoir lieu l'agrandissement qui est prévu par cette dérogation-là. Fait que nous, on adopte le règlement ce soir parce que vous comprenez que la prochaine réunion de la MRC, c'est le mois de septembre. Fait que si on n'adopte pas ce soir, on va perdre encore deux mois pour le promoteur. On va essayer de faire en sorte d'avoir le document qu'il demande avant d'acheminer le document au ministère. Le point suivant, la page 9-35, un certificat de conformité pour le règlement numéro 2017-373 de la municipalité de New Carlisle. C'est pour aussi le cadre normatif pour les zones d'érosion côtière. C'est pas oublié. 40. À la page 9-43, un autre certificat de conformité pour le règlement numéro 237 de la municipalité de Saint-Godefroy, toujours pour le cadre normatif pour les zones d'érosion côtière. Un proposeur. Monsieur Blais? Oui. Page 9-51. Un avis de motion pour une modification du schéma d'aménagement. Ce projet-là, c'est pour des modifications, des ajustements à certaines cartes d'affectation du sol et de réseau d'aqueduc et de périmètre d'urbanisation. C'est d'ajustement par rapport à la matrice numérique et la rénovation cadastrale et une précision pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts sur certaines cartes de périmètre urbain. Proposé par? Ça, c'est un avis de motion. Monsieur Avis de motion, Raymond Marcoux. La résolution d'adoption était aux pages 953-954. Fait qu'on va adopter le règlement numéro 2017-05. Puis vous avez le règlement là, à la page suivante. C'est les plans finalement qui sont lesquels ont des modifications. Là, il y a une dizaine de plans en tout. Donc, la modification ne concerne que ça. Et il n'y a aucune modification contenue comme telle des cartes là, au niveau de l'information. La même chose, l'Assemblée publique de consultation va être la même date que celle qu'on a dit tantôt, le 6 septembre 2017 à 16h à New Carlisle. Et on va demander aussi, comme d'habitude, un avis au ministre là, sur le projet de règlement. Un proposeur? Blais. Blais. Ensuite, j'ai des points d'information à la page 9-59.
C'est une résolution qu'on a reçue de la MRC du Témiscamingue. Ça concerne le dépôt du projet de loi 132 concernant les milieux humides et hydriques. Moi, je jugeais intéressant qu'on appuie cette résolution-là parce que, comme vous savez, pour la question des milieux hydriques, il s'en vient une commande, si on peut dire, là, du ministère au MRC pour faire un... Vous voyez, là, je vais vous amener à la page 9-61, là, vous allez voir ce que la MRC dénonce. Là. Eux autres, ils demandent que la MRC Témiscamingue dénonce la nouvelle responsabilité dévolue au MRC qui aura adopté un plan régional des milieux humides et hydriques si le projet de loi 132 est adopté. On demande d'informer le ministre du Développement durable voilà, que la MRC Témiscamingue refusera cette nouvelle responsabilité sans aucune compensation financière n'étant rattachée à cette prochaine obligation. Et ça, c'est le leitmotiv habituel là, du gouvernement de nous transférer des choses sans les moyens pour le faire finalement. Et il demande l'appui, c'est transmis à la FQM et il demande au MRC du Québec pour appui. Fait que moi, je suggère de... Ouais, je pense que ça. Trop fort, casse pas. Trop fort, casse pas. Pas beau. À la page 9-63, vous avez le procès verbal de la réunion du comité consultatif agricole qui s'est tenue la semaine dernière, le 7 juin, à New Richmond. Cette réunion-là avait été convoquée essentiellement pour traiter là, du dossier qu'on a traité, là, la modification du schéma pour retirer les marges de recul dans les îlots déstructurés. Fait que vous allez le voir dans le procès verbal et vous avez la copie de la recommandation de la page 9-68. Par laquelle le CCA recommande au Conseil de la MRC de procéder à la modification du schéma en ce sens-là. Il n'y a pas de résolution dessus. Non, il n'y a pas de résolution là-dessus. Ensuite, à la page 9-69, mais avant, j'ai des points d'information. J'avais mentionné la nouvelle proposition d'entente à portée collective de la CPTA. Juste aviser les maires que le terrain, le travail terrain par le personnel technique de la CPTA va avoir lieu au mois de juillet, la deuxième semaine de juillet. Et on devrait normalement avoir des nouvelles pour une rencontre avec des commissaires de la CPTA là, quelque part. J'espère en septembre, mais plus probablement en octobre, j'ai bien l'impression. Mais ça devrait être cet automne. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On a dû faire des pressions un petit peu là, pour qu'ils viennent faire le travail terrain cet été. On fera peut-être de même pour que les commissaires viennent cet automne. Ça prend du temps. Ça prend du temps. On avoue, là, ça fait un bout de temps qu'on sente les mains. Là, puis, on dirait qu'ils ne comprennent pas qu'il y a du monde, peut-être qui attendent après ça quelque part pour... En tout cas, on va arrêter là les commentaires. Ensuite, la séance d'information publique sur le contenu du corps normatif que plusieurs municipalités font entrer en vigueur. Là, c'est toujours à l'agenda, mais comme vous savez, c'est toujours les moyens de pression là, des personnels des ministères parce qu'on tient à ce que ce soit eux qui viennent présenter ça à la population. On veut faire vraiment des séances d'information pour les gens touchés là, par le corps normatif, avec les gens des ministères pour qu'ils puissent leur poser des questions là, vraiment précises et qu'ils aient des réponses à leurs questions. On voulait faire ça là, au mois de mai cette année, là, mais malheureusement, c'est pas possible, mais c'est toujours prévu. Puis moi, je lâcherai pas le morceau là-dessus. Là, je tiens à ce que ça se fasse parce que c'est trop impactant là, pour les gens. Puis c'est bon que les gens reçoivent les réponses des bonnes personnes. Parce que c'est technique, ce dossier-là. Là. C'est assez majeur. Même la route 132, là, on a vu à Chigaouin que le ministère est obligé de déplacer la route, là, puis c'est exactement un cas d'érosion par la mer, ça. Puis le pont de la Cascapédia, c'est moins ça, là, mais quand même, ça nous montre qu'il y a des risques. Là. Ensuite, là, je vous ai déposé un document papier, là, c'est des ajouts que j'ai. Je vais terminer avec ces points-là. Le point 9.14 à la page 9-69, c'est un autre certificat de conformité pour le règlement 447-17 de la municipalité Saint-Siméon. C'est pour le cadre normatif également. Éric Dubé. À la page 9-76,
OK, ça, c'est justement pour le dossier que je viens de vous parler de la route 132 à Chigawak. Là, le ministère des Transports qui a eu l'obligation de déplacer la route, là, étant donné que c'est en zone agricole, mais ça leur prend une autorisation de la CPTAQ. Et nous, comme MRC, on doit dire si on est d'accord ou pas avec ça. Ça prendrait un proposeur pour dire qu'on est d'accord. Hey, si on n'est pas d'accord, on a l'air fin en tabarouette. La route est déjà tassée. Elle est venue au Québec. Mais que voulez-vous? C'est c'est dans le Québec que nous vivons. Est-ce que ça serait peut-être une bonne chose que les municipalités fassent comme le ministère des Transports? Quand on a le droit de faire quelque chose, on le fait, puis après ça, on demande la permission, puis quand la réponse arrive, il est trop tard, c'est fait. Excellente idée. On devrait faire ça à l'avenir. Est-ce que j'ai eu un proposeur? Oui, Madame Castillo. Madame Castillo, OK. Merci. À la page 982, mais c'est la lettre que je vous parlais tout à l'heure concernant le projet de règlement 2013-03 pour la... Non, je suis tout mêlé dans mes pages. Là. C'est pas grave, c'est la lettre du MAMO là, pour le projet de règlement 2017-03. Page 984, ça aussi, c'est un projet de résolution qui est entré, là, qui provient de l'ADG MRCQ, mais qui provient en fait d'une MRC, la MRC du Haut-Richelieu, si je me rappelle bien. C'est ça, du Haut-Richelieu. Ça, c'est concernant les nouvelles OGAT, qu'on appelle les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, qui nous ont été présentées la semaine dernière à Lens-au-Griffon. À une réunion extraordinaire de la table des préfets, là, élargie, puisque les aménagistes étaient là, puis il y avait d'autres représentants du ministère aussi. Toujours est-il que lors de cette réunion-là, je pense que tout le monde avait à peu près le même discours au niveau des Gaspésiens, c'est que ces orientations-là, comme on dit, je ne sais pas si c'est en acadien qu'on dit ça, ça ne nous saute pas. C'est de l'acadien, ça, mais en tout cas. C'est des orientations qui... Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine, puis ça fait 30 ans qu'on entend des orientations de même. C'est la vertu des phrases d'un paragraphe de long, là, mais c'est tout le temps la même chose, c'est pour des milieux qui ne nous ressemblent pas. C'est pour les couronnes de Montréal, de Québec, les milieux où il y a du développement. Alors que nous, ici, on gère plutôt la décroissance depuis une trentaine d'années, fait qu'on a bien de la misère à se retrouver là-dedans. À chaque fois qu'on... Par exemple, on a essayé d'agrandir des périmètres d'urbanisation. Il y avait l'exemple de Saint-Siméon. On voulait rajouter des îlots déstructurés. On se fait traiter ça comme étant de la gestion de l'urbanisation, comme si on était à 30 km de Montréal ou de Québec. Fait que ça ne marche pas, mais c'est traité puis appliqué comme ça là, à Québec. Fait que c'est très dérangeant. C'est ça qu'on leur a dit. Ils nous ont dit qu'ils nous ont entendus. Ça veut-tu dire qu'ils vont apporter des modifications? En tout cas, moi, avec mon expérience, ça n'a pas souvent été le cas. Fait que je doute fort que ça change grand-chose. Fait que dans ce sens-là, moi, je vous recommanderais là, d'adopter ça, cette résolution-là. Cette MRC-là dit carrément va dans le même sens qu'on a dit l'autre jour. Puis ça, c'est une MRC qui est proche. En plus, ils sont proches, eux autres, de la couronne de Montréal. Là. Il y a du développement, puis ils ont de la misère avec ces orientations-là. Fait qu'imaginez nous autres. Proposeur. Monsieur Whitton. Oui, Edson Whitton. Et finalement, la dernière résolution, page 9-89, un certificat de conformité pour le règlement numéro 412.03.2017 de la municipalité de Hopetown. C'est pour le cadre normatif pour l'érosion. Un proposeur, Éric. Je pense avoir complété le point aménagement. Et pour le point forêt, contrairement à mon habitude, j'ai cédé la parole à M. Thomas Romagnier. Merci, M. Delair. Excusez-moi. Au niveau du programme d'aménagement durable des forêts, ce serait juste adopter le rapport annuel. Donc ça me prendrait un proposeur. Au départ, Daniel Focat. Puis adopter le plan d'action pour l'année 2017-2018. Merci.
Anything else? Autre chose? Non, hein? ça sera tout, merci. Excusez-moi. Bon, maintenant, voilà, c'est terminé. Service incendie, M. Thibault. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, bonsoir. J'aimerais ça attirer votre attention sur le premier document. On va commencer par le financement d'un site de pratique de pompiers. Donc, ça ressemble à la feuille qui a des montants inscrits dessus. Donc, en gros, au niveau de la COREC, au niveau de notre centrale d'appel, à tous les années, les municipalités versent un montant pour son fonctionnement. Et à la fin de l'année fiscale, le trop payé est retourné aux municipalités. Donc, moi, en fait, ce soir, ce que je propose, c'est que l'argent pour le domaine de l'urgence reste dans le domaine de l'urgence. Et en fait, que 50% des ristournes qui sont retournés aux municipalités soient utilisés pour financer un centre de pratique pour les pompiers de la MRC. Donc, actuellement, les pompiers des municipalités, ils n'ont pas d'endroit pour se pratiquer lors des formations. On s'organise comme qu'on peut au niveau des casernes, des espaces qu'on a accès. Mais il n'y a pas vraiment un endroit spécifique qu'on peut arroser, surtout en période hivernale, c'est problématique pour tenir des pratiques, tant aussi pour la formation que la formation continue en fait. Donc ça, c'est une des propositions que je voulais vous parler ce soir, c'est d'utiliser la ristourne de la COREC pour financer un site de formation. Ça coûtait 16 000 $. Non, ben en fait, ça, c'est les montants que j'ai inscrits, c'est pour l'année fiscale 2016. Donc, l'année passée, la COREC, elle a retourné quasiment 34 000 $ envers la MRC. Donc, avec 50% de ça, ça représente à peu près 17 000 que je mettrais dans une enveloppe pour éventuellement en avoir assez pour faire le site. Le site, grosso modo, budgétaire, ce serait peut-être 40-50 000 $. Fait que ça prendrait peut-être 2 ans pour le financer, mais ça ne nous empêche pas, avec les premiers montants en 2017, de commencer à préparer nos achats pour le site d'entraînement. Et même avant de parler de détails, de quoi qui va ressembler, il faut le financer. Donc ça, c'est juste une manière que je vous propose de le financer. Question posée, puis excuse-moi, je ne te l'ai pas posé. Normalement, je travaille avec mes employés avant d'arriver à la réunion. Y a-t-il urgence dans la demeure? Ça, pour ça tout de suite, non? Admettons que... Un peu. Je comprends que tu as le feu, c'est parce que, d'après moi, ce dossier-là, ça se travaille beaucoup plus dans une autre travail. Oui. Que le public. Puis moi, je suggérerais peut-être qu'on vire le sujet au mois de septembre. Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que si on le passe ce soir à la réunion publique, normalement dans la réunion publique, on est porté à régler ça beaucoup plus vite. Puis si tout d'un coup, par règle dans le négatif, ça peut... Non, c'est ça. Non, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si je suis correct avec ce qu'on vient de dire, là. Ça ira au mois de septembre. Parfait. Donc, dans le fond, c'est une proposition. Vous avez les chiffres, donc la moitié des argents qui est là, ça représente. Je te propose aussi d'arriver avec la sorte de voiture que tu veux avant qu'on la finisse. Parce que moi, c'est rare que je vais à la banque avant de décider. Quand je vais à la banque, c'est parce que je dis je veux avoir quelle sorte de voiture. Ce serait le fun de savoir, parce que stocker de l'argent pour de quoi qu'on ne sait pas, ça va être dur avant. Parfait. Ça, je peux savoir, j'ai pas de problème à financer une Cadillac quand je sais que c'est une Cadillac que je vais avoir. L'idée est bonne. Parfait. Parfait, merci. Donc, le deuxième point, ça serait pour faire un suivi lors de notre dernière rencontre. J'avais proposé une entente uniforme au niveau des services incendies pour l'entraide lors de feu. Donc, est-ce que tous les maires y ont pris le temps d'en parler avec leur directeur incendie à ce sujet-là? Et c'est quoi les... Nous autres, on en a parlé beaucoup, on a hâte un gros mot là-dedans. OK. À part de ça, autour de la table, il y avait des questions. On en a parlé, mais je sais qu'on a déjà une entente entre Caplan et Saint-Léon. Une entente incendie. Oui. Mais là, ça serait une entente... Uniforme dans la MRC. Pour les trains? Oui. OK. Parce qu'actuellement... Dans le fond, ce que j'aimerais voir un écrit. C'est quoi ça comporte dans le fond? Je l'avais envoyé lors de la dernière rencontre déjà. Ah! Puis, moi, je pense qu'on pourrait faire une réunion de travail entre les élus juste sur ce dossier-là, parce que moi, j'ai une entente avec 2 municipalités de l'autre MRC. Oui, c'est ça. Que je ne pourrais non plus à laisser tomber, puis que ça ne ressemble pas à ça. Okay? Que, je pense qu'il
Puis on a besoin d'avoir d'autres discussions autour de ce projet. Oui, nous aussi, j'en ai parlé avec le chef pompier aussi. Et ben, c'était la façon que ça avait été amené aussi qu'il y avait à discuter parce que le sujet avait été amené à la table ici avant que les pompiers. En tout cas, il y avait comme une certaine cohésion à aller chercher dans l'intervention. Mais effectivement, je pense que ça devrait être discuté. En table de travail. Ben, pas en table de travail. À mon point de vue, ce dossier-là, c'est important. Tu as raison de le souligner. Je pense que ça va prendre une réunion de travail. Un exemple, comme on fait dans d'autres dossiers. Une réunion de travail avec tous les maires et les chefs pompiers de soirée qui ont oublié des sujets. Ben, on va laisser passer les vacances un peu. Là. Parfait. Ça va? Oui, parfait, merci. C'est pas parce que c'est pas intéressant, je te propose qu'on te remet, mais je pense que c'est pour être certain qu'on étudie comme il faut. Oui, parfait. Merci. Bon. Vraiment, j'ai passé mon nom de jour. Les thèmes d'adoption de l'ordre du jour. On va poser la clôture de la réunion, on va commencer. Afro-Gym. Ça prendra, il y a une réunion d'Afro-Gym, actuellement c'est M. Gérard Paulier qui siège là-dessus. Il faudrait le proposer pour les pays moyens nous représenter à l'Assemblée générale. Bon, moi j'ai pas d'autres. Avez-vous d'autres points? Moi, l'autre point, avant que je me servir en premier, suite à la présentation de M. Pascal Bergeron, je pense qu'il a bien fait ça. Il était tout seul, fait qu'il était calme. Ils sont pas mal plus calmes comme ils sont tout seuls. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une très belle présentation. Et par contre, j'ai une question à qui tu à vous poser. Suite à ce que vous avez entendu, c'est quoi vous allez faire avec ça? On a parlé de règlement. Est-ce que vous êtes prêt à adopter un règlement ou bien vous voulez avoir? Une réponse politique. Je vais ramener ça à mon conseil, mais on va débattre. Dans notre cours, tu as dit que c'était nous autres qui adoptaient ça chez nous. Oui. Alors, en fait, non, parce qu'à un moment donné, il y a des médias, il y a des journalistes dans la salle ici. C'est qu'il faut quand même dire c'est quoi qu'on fait. Alors, ça serait que chacune de nos municipalités, on va se pencher là-dessus. Oui, je vais poser la question. Je ne sais pas si on devrait adopter une espèce d'uniformité dans nos unis ou on va y aller. Je sais que nous autres, à Saint-Alphonse, on a déjà discuté du projet de loi du regroupement du RPAP Québec. Puis j'avais pris de l'information au MAMO. Puis le MAMO m'avait avisé, moi, que ça ne donne pas un règlement, autrement dit qu'il n'y a pas de loi. Voilà. Les municipalités ne peuvent pas adopter un règlement juste pour le mettre sur une tablette en attendant que le ministre, autrement dit, déclare qu'il est valable. Okay. À la minute, tu adoptes un règlement, autrement dit, qu'il doit être valable. L'avis légal que j'ai ici, qui a été payé par la Fédération québécoise des municipalités, je vais vous l'envoyer cette semaine dans votre municipalité, alors vous pourrez lire ça. On l'a déjà dit. Enfin, nous autres, dans le fond, au conseil, on s'est déjà prononcé qu'on n'adoptera pas le règlement. Bon. Regardez, on va laisser, en fait, là, c'est chaque municipalité qui décide. On va quand même vous envoyer ça comme un guide de travail, ça va? Bon. Il n'y a pas d'urgence. Non, il n'y a pas d'urgence. Bon, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Proposeur pour la levée de la réunion, merci beaucoup. Je n'ai pas l'actualité.